Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Voilà. Eh bien, bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, enfin, en tout cas, merci de participer à cette conférence, malgré que ce soit pas en présentiel. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de la prévention et QVT. Nous sommes deux intervenantes du GIMS, hein, qui est le GIMS, c'est un service médical interentreprise qui suit beaucoup de petites et moyennes entreprises avec des activités très diverses. Et donc aujourd'hui, nous sommes deux, donc moi, Dominique Bélézard, qui suis médecin du travail, et donc Madame Rotolo Deborah, qui est une jeune psychologue du travail au GIMS. Alors,
malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons que 45 minutes. Hein. C'est un sujet lourd et complexe, ce qui nous laisse peu de temps de place pour la discussion. Mais au cours de notre intervention, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et en fin de session, donc, on essaiera de vous y répondre et avec le temps qui nous restera. Alors, c'est un sujet très lourd, très complexe, mais qui est absolument d'actualité. Puisque, comme vous le savez, hein, depuis 2013, les accords nationaux interprofessionnels incitent les entreprises à mettre en place une démarche de prévention QVT et la loi Rebsamen de 2015 complète cette QVT de 2013 et oblige les entreprises à négocier sur la QVT en instaurant un dialogue social de qualité. Et donc, c'est une démarche qui doit être intégrée dans le fonctionnement même de toute entreprise quelle que soit son activité et quel que soit son effectif. D'où on a pensé que c'était important de traiter ce sujet aujourd'hui. Alors, nous allons aborder ce sujet en plusieurs étapes. Voilà, donc voilà. Voilà. Alors, donc, d'abord, de quoi on parle? Qu'est-ce que la QVT? Quels sont ces risques? D'abord, de quoi on parle? Quels sont ces impacts, ces risques et ses limites, hein, mais aussi ses opportunités. Qu'est-ce qu'une démarche QVT et quel est le rôle et la place des différents acteurs de l'entreprise dans cette démarche? Et puis, nous verrons le rôle, l'appui que peuvent vous apporter les services de santé au travail et quels sont les leviers dont nous disposons pour vous accompagner tout au long de cette démarche et à chaque étape de la démarche de prévention. Enfin, plus concrètement, donc, vous aurez le témoignage de notre psychologue du travail avant de conclure. Alors d'abord, c'est la base. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que la QVT? Alors c'est un concept qui est ancien, hein, il date de 1972 et qui nous vient des USA et qui a mis très longtemps à s'installer en France et en Europe. C'est un terme qui, pour décrire les rapports au travail, qui a été clairement choisi par opposition aux risques psychosociaux, hein, cette boîte de Pandore qui faisait très peur aux employeurs et qui a été choisi parce qu'il a une connotation plus positive, plus cosmétique, qui renvoie vaguement à une notion de bien-être, de confort, voire de bonheur, mais qui laisse supposer que le bien-être au travail reposerait essentiellement sur la capacité ou l'apprentissage par le salarié de techniques qui lui permettraient de mieux gérer son rapport subjectif au travail, c'est-à-dire mieux gérer ses émotions et son stress. Et donc, actuellement, on a une tendance un peu perverse qui, sous couvert de qualité de vie au travail, hein, ce terme beaucoup plus cosmétique que les RPS, on laisse reposer la responsabilité aux salariés en lui expliquant que c'est à lui à mieux gérer son stress plutôt que de s'interroger sur l'organisation ou sur la structure. Et nous, préventeurs, hein, on a vu depuis 2013, effectivement, dans beaucoup d'entreprises, on a assisté à une multiplication d'activités annexes, hein, au déploiement de pratiques diverses qui vont de cours de yoga ou salle de sport, en passant par le panier bio du jeudi matin, qui sont très bien en soi, attention, hein, mais qui ne sont qu'une cerise sur le gâteau. Encore faut-il qu'il y ait le gâteau dessous. Et donc, moi, si on me propose un massage, je dis pas non, mais voilà. Mais surtout qu'il faut oublier de parler de l'essentiel, de l'activité essentielle, c'est-à-dire du travail. Car on ne peut imaginer le bien-être que dans l'activité, que dans le sens que l'on donne à son travail, que dans les véritables liens que l'on peut nouer avec ses collègues, de solidarité que l'on peut nouer avec ses collègues de travail, que dans des conditions de travail adéquates et que dans la capacité de pouvoir agir sur ce que l'on vit et produit. Voilà, donc voilà, c'est pour conclure, c'est vrai qu'on ne peut réduire la QVT à une table de ping-pong. Et nous, préventeurs, c'est important de faire le tri entre les mots, de donner des repères clairs aux employeurs
de replacer le travail au centre des débats et des échanges pour éviter toutes ces fausses pistes et toutes ces dérives. Alors, la QVT, vous avez compris, est un mot flou, un mot fourre-tout, qui d'ailleurs n'a pas de définition consensuelle. Et pourtant, il y a certaines entreprises qui ont su intégrer la qualité du travail comme une véritable opportunité et comme un moteur de performance et de santé. Alors, pour le comprendre, on va s'appuyer sur 3 définitions qui sont validées et qui sont construites dans le temps. Dans la première, la QVT, vous voyez que la QVT recouvre l'ensemble des domaines d'investigation d'un processus RPS, à savoir les facteurs psychosociaux qui sont marqués par le mode de fonctionnement organisationnel, relationnel, le mode de communication ou de management des entreprises, les contraintes qui résultent de l'interaction entre ces facteurs psychosociaux et la perception de l'individu, et les impacts potentiels que peuvent avoir ces contraintes, à la fois sur la santé, le bien-être et la performance. L'élément clé de la seconde, c'est de montrer le lien qui existe entre d'un côté la qualité de vie au travail et de l'autre la capacité pour les salariés de pouvoir s'exprimer et agir sur leurs conditions de travail. Et l'astuce de la troisième, c'est d'avoir su conjuguer la qualité de vie de travail et la performance. Donc, vous voyez que ces définitions sur lesquelles on peut s'appuyer nous permettent de comprendre tout le potentiel de la qualité du travail dans la mesure où on réalise que la qualité de travail peut devenir une opportunité si on comprend que agir sur les risques psychosociaux, replacer le travail, c'est-à-dire le contenu, l'organisation, les conditions au centre des échanges, c'est agir sur la qualité du travail, sur le bien-être, la santé et sur la performance dans sa globalité, c'est-à-dire individuelle, collective, économique et sociale. Alors, ici, vous avez une illustration des enjeux de la qualité de vie au travail, matérialisée par la charmante Marguerite de la NACT, que vous connaissez tous, avec ses 6 pétales, ses 6 thématiques, ses 6 champs d'exploration. Donc, les sujets ne doivent pas être abordés de façon cloisonnée, mais de façon transversale. En fait, on peut choisir des axes d'exploration prioritaires, par exemple le contenu de travail ou le management, mais si vous agissez sur une des pétales, ça va avoir un impact transversal et ça va avoir un impact sur le cœur même de la marguerite, c'est-à-dire la qualité de vie au travail. Voilà, donc pour vous dire que la qualité de travail, finalement, elle se définit par en termes de champ, c'est-à-dire par l'ensemble des thématiques qu'il faut explorer et qui retrouvent donc les enjeux des risques psychosociaux, mais aussi en termes de démarches et de méthodes qui sont parfaitement cadrées. Alors, la démarche, la QVT, donc, est une démarche qui doit être dynamique, participative, paritaire, qui est basée sur les retours d'expérience et sur un dialogue social de qualité. Cette méthode se déroule en 4 étapes qui sont parfaitement bien caractérisées et qui sont que vous devez impérativement respecter si vous voulez adhérer à la charte d'engagement de la qualité de votre travail de la région PACA et estampillé par le label de la DIRECT, de l'ARS, de la CARSAT Sud-Est, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que vous voyez ici sur le côté. Alors, ici, vous avez cette illustration de cette démarche et dont l'intérêt est de montrer le rôle et la place des différents acteurs dans cette démarche. Et donc,
elle vous déroule les différentes étapes, hein, parce que c'est vraiment une démarche qui est marquée par par le fait que ce soit une démarche dynamique, participative, basée sur le retour d'expérience, mais c'est aussi une démarche méthodique et outillée qui se déroule en 4 étapes. La première étape, donc, consiste à identifier les enjeux, repérer les enjeux et sensibiliser les acteurs de l'entreprise pour que tout le monde puisse partager le même langage, avoir le même regard avant d'entreprendre cette démarche. Et ça permet d'emblée d'avoir un dialogue de qualité. La deuxième étape est la constitution des comités QVT, qui sont paritaires, hein, les ex-comités de pilotage, donc avec des représentants du personnel, avec des encadrants, et ils doivent s'accorder donc sur la méthode et les moyens qu'ils vont mettre en œuvre. Ensuite, il va y avoir la constitution des groupes de travail. Ces groupes de travail sont constitués par un panel représentatif des différents métiers, des différentes unités de travail, et ils vont échanger sur la situation réelle, sur ce qu'ils vivent. Bon, d'abord, ils vont s'outiller pour établir un diagnostic, hein, pour pouvoir faire un point sur la situation, et ensuite ils vont échanger donc sur les situations qu'ils peuvent rencontrer, sur les situations réelles, sur les retours d'expérience. Ils vont échanger sur les difficultés, et à partir de ce travail sur le travail réel, à partir de cette confrontation de points de vue, ils vont faire émerger un tableau, un plan d'action avec des actions simples et réalistes qui pourront être expérimentées. Et ensuite, ils établiront aussi un tableau de bord avec des indicateurs qu'ils auront choisis pour évaluer l'impact de ces actions qui auront été mises en œuvre et ainsi pérenniser la démarche dans le temps. Voilà, donc c'est un petit schéma hein, pour illustrer le rôle et la place de chacun et qui vous déroule les différentes étapes. Donc c'est une démarche très très méthodique. Ces groupes de travail aussi, il faut noter que ce sont des groupes mixtes, c'est-à-dire que dans ces groupes de travail, il faut intégrer à la fois des opérateurs, à la fois des managers et à la fois des responsables d'opération. Pourquoi? Parce que ça permettra là aussi une confrontation des points de vue, un échange, mais par strates hein, au niveau de l'entreprise, et donc ça permettra de glisser d'une coordination prescrite à une coopération bienveillante. Voilà. D'où vous voyez que cette démarche ne peut se construire que s'il y a vraiment un esprit, une dynamique constructive et dans la volonté de trouver des innovations ensemble. Et pour ça, il faut avoir le retour de chacun et les différentes approches. Voilà. Alors, cette dynamique, évidemment, cette démarche n'est possible, bien évidemment, que s'il y a un engagement de la direction et l'adhésion aussi des représentants du personnel. Voilà. Donc, cette démarche, c'est important de rappeler qu'elle doit être intégrée dans le fonctionnement même de toute l'entreprise, hein, comme je le disais, et que ça doit devenir presque un outil de pilotage au quotidien. Voilà, donc voilà. Alors, simplement, un petit point hein, sur tout ce qu'on a dit. Finalement, qu'est-ce que c'est que la QVT? Eh bien, la QVT se définit par un ensemble de thématiques, hein, de tous les champs qui sont à explorer, une démarche et une méthode. Alors, dans ce cadre, quel est le rôle, quel peut être l'appui des services de santé au travail et quels sont les leviers qui nous permettent de vous accompagner? Eh bien, avant de rentrer dans le détail, juste un rappel hein, sur la mission fondatrice et fondamentale des services de médecine du travail, maintenant des services de santé au travail, qui date de 1946, et qui n'a pas changé depuis, qui est d'éviter toute altération de l'état de santé des salariés du fait de leur travail, avec ses corollaires,
donc protéger et prévenir. Alors depuis, il y a eu de multitudes de réformes qui se sont succédées, avec quand même deux réformes phares, la loi du 20 juillet 2011 et la loi El Khomri du 8 août 2016. Celle du 20 juillet 2011 a surtout notamment introduit la multidisciplinarité dans les services de santé au travail, et la loi El Khomri a surtout modifié les modalités des suivis des salariés et des modalités d'inaptitude. Alors, donc, depuis le 20 juillet 2011, les services de santé au travail bénéficient d'une équipe multidisciplinaire, avec un pôle médical comprenant des médecins du travail, des infirmières, des assistants de santé au travail, un pôle technique avec notamment des ergonomes, un pôle psychosocial avec, bien sûr, les psychologues et un pôle formation. Cette équipe pluridisciplinaire est animée et coordonnée par le médecin du travail et doit réaliser donc un suivi de l'état de santé individuel, de l'état de santé des salariés. Alors, comme vous l'avez constaté, depuis la loi El Khomri, les visites périodiques se sont beaucoup espacées, même si la périodicité est fixée par le médecin du travail, mais en contrepartie, on a de plus en plus de visites non périodiques, que ce soit les visites de reprise, les visites de pré-reprise dans le cadre du maintien dans l'emploi, ou les visites à la demande, et en particulier les visites à la demande des salariés ou des employeurs, que vous verrez ont toutes beaucoup d'importance dans le suivi des risques psychosociaux. Et puis, l'autre pôle d'action, c'est les actions en milieu de travail. Ce sont des actions qui sont multiples et diverses et qui s'intègrent pour la plupart dans la démarche QVT, que ce soit les études de poste, la réalisation de la fiche d'entreprise, les actions des ergonomes, les sensibilisations, etc. Alors, ce qui donne la particularité de nos métiers, c'est que finalement, nous sommes les seuls intervenants professionnels de la santé qui ont la connaissance à la fois de la santé des salariés, et de l'autre côté, du milieu du travail. C'est-à-dire que nous avons presque le seul professionnel de santé à pouvoir avoir la capacité de faire le lien, la synthèse entre les deux, et finalement comment dire, de matérialiser ce lien entre la santé et le travail. Et c'est à ce titre que nous sommes donc des conseillers à la fois des employeurs, des salariés et de leurs représentants. Alors, notre action est uniquement préventive, mais nous pouvons intervenir à chaque étape de la démarche de prévention. Alors, en prévention primaire, nous partons sur les visites qui sont maintenant réalisées par les professionnels de santé, à savoir le médecin du travail ou son autorité, l'infirmière ou les internes ou les médecins collaborateurs. Et dans ces visites, on va pouvoir relever et coder les indicateurs des risques psychosociaux, à savoir les indicateurs de santé validés par l'INRS, les indicateurs du bien-être au travail avec son score de 0 à 10, et dans la mesure où le score est de moins de 7, les principales contraintes susceptibles de générer du stress. Alors, vous les avez ici, vous voyez que c'est ces indicateurs que nous relevons en prospective de façon quasi systématique au cours de toutes les visites, vous les avez ici. Donc, sur la première roue, vous avez ces fameuses contraintes, les 6 contraintes susceptibles de générer des situations de travail exposant au stress qui sont qui ont été validées par les experts dans le rapport Golac-Baudier de 2011, à savoir la charge de travail, le niveau d'autonomie, les conflits à l'heure, la définition des rapports sociaux, etc. Et sur la droite, vous avez la fameuse roue avec les impacts potentiels que peuvent avoir ces contraintes sur la santé, le bien-être et les performances, et dans les encadrés, donc les différents indicateurs en regard que nous codons de façon prospective au cours des visites. Ça permet de quoi? Ça veut dire que ça nous permet, ces indicateurs RPS, de repérer, d'évaluer
et d'objectiver le niveau d'alerte des risques psychosociaux dans toutes les entreprises. Alors, toujours en prévention primaire, hein, vous êtes dans le premier, dans le rond vert, nous avons aussi au niveau collectif des actions, hein, qui, comme je le disais, s'inscrivent absolument dans le cadre de la démarche QVT, que ce soit par ses enjeux ou par sa démarche. Comme par exemple la réalisation de la fiche d'entreprise. Vous savez que depuis 2002, on doit inscrire les risques psychosociaux dans la fiche d'entreprise. C'est qu'il y a un outil extraordinaire parce que ça nous permet d'aborder cette problématique de façon très banalisée avec l'employeur, hein, quand on se déplace dans l'entreprise pour la réaliser, et de l'inciter à se questionner sur les enjeux de la QVT, c'est-à-dire de mettre en débat les principales contraintes susceptibles de générer du stress au travail que nous venons d'évoquer. Ensuite, comme nous sommes des conseillers de l'employeur, nous pouvons l'aider à rédiger son document unique, donc avec les ateliers du document unique hein, qui sont organisés au sein du GISM, mais aussi en faisant appel à nos psychologues qui vont aider les employeurs à intégrer les risques psychosociaux dans le document unique hein, et elles vont les outiller hein, pour que ce soit pertinent et efficace avec des outils hein, donc, que Madame Rotolo vous exposera hein, et comme la grille de l'INRS, etc. D'autres actions encore, hein, les actions des ergonomes aussi qui se calquent sur la démarche QVT, et puis toutes ces sessions de sensibilisation hein, sur sensibilisation qui nous permettent d'inciter de vous orienter vers une démarche QVT. Et ces sensibilisations donc, peuvent avoir lieu par le biais des rendez-vous de la prévention qui sont organisés dans les services de santé entreprises depuis 2011 et aussi dans les entreprises, hein, que ce soit dans les CCSCT ou à d'autres occasions. Ces sessions de sensibilisation, donc là aussi, hein, permettent de repérer les enjeux hein, d'une démarche QVT et de permettre à l'ensemble d'acteurs de l'entreprise de partager le même langage avant pour instaurer d'emblée un dialogue de qualité. Voilà, donc la prévention primaire. Alors maintenant, on arrive dans le petit rond orange avec la prévention secondaire. Donc ça veut dire que la situation commence déjà à se dégrader. Alors là, nous, si dans la mesure où on continue à avoir une écoute large et répétitive des salariés, dans la mesure où on constate que les plaintes sont récurrentes, rapportées toujours aux mêmes situations de travail, si l'on constate que l'état de santé des salariés se dégrade, tout ça corroboré par nos indicateurs, à ce moment-là, nous avons le devoir d'alerter. Mais cette alerte, alors, doit être argumentée et circonstanciée. Et c'est là que nous pouvons, grâce à l'exploitation statistique des indicateurs que nous avons codés en prospectif, restituer des données collectives et anonymes qui nous permettent d'argumenter. D'argumenter et d'inciter l'employeur à agir. Vous êtes responsable de la sécurité et de la santé de vos salariés. Vous devez agir. Ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif et nous pouvons le démontrer. Voilà, donc notre rôle d'alerte est au cœur de notre métier, mais on pourrait dire, il s'arrête là. En fait, comme nous sommes des conseillers des employeurs, on peut les orienter vers trois types d'interventions hein, qui s'inscrivent là aussi dans des démarches QVT. Soit ils décident soit si le contexte est très passionné, que la situation est très dégradée, qu'il y a un contexte protégé, on les oriente donc vers des consultants externes, hein, et à ce moment-là, on leur donne la liste I3RPACA, qui est une liste de consultants référencés par rapport à des critères éthiques et bénologiques, hein, et qui vont cadrer leur démarche de prévention. Soit ils décident d'agir seuls, bon, très bien, donc là on leur rappelle le cadre et la méthode d'une démarche QVT, soit
il décide de faire intervenir nos psychologues du travail. Voilà, donc Déborah vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais simplement pour vous dire qu'elles sont en droit d'intervenir si certains prérequis sont acquis, c'est-à-dire que elles n'interviennent si elles pensent que cette démarche peut aboutir et ne pas aller contre mur, c'est-à-dire qu'elles s'assurent qu'il y ait un engagement de la direction. OK, vous voulez faire une démarche de prévention, mais est-ce que vous avez est-ce que vous êtes prêt à donner les moyens humains, techniques, à mettre en place, à permettre l'expérimentation des actions qui vont émerger ces fameux groupes de travail qui vont faire des propositions. Est-ce qu'il y a une volonté paritaire? Ça, c'est très important. Il faut l'adhésion des représentants du personnel pour que ça marche. Et puis aussi, veiller à ce que quand même dans l'entreprise, il y ait une culture de santé. Hein. Ça sert à rien de faire une démarche QVT si vous travaillez dans un local avec plein de fibres d'amiante en suspension et que personne s'en est déjà préoccupé. Voilà, donc voilà, elles interviennent. Donc, d'abord vérifier la faisabilité et ensuite, donc, elles pourront éventuellement animer des groupes les premiers groupes de travail pour donner le cadre méthodologique, les outiller et les rendre autonomes pour pérenniser la démarche toujours dans le temps. Alors, voilà, vous voyez en vert l'accompagnement que peuvent vous apporter les services de santé au travail. Je reprends le même schéma qu'au début et donc j'ai rajouté en vert les différentes aides des préventeurs pour vous accompagner. Voilà, donc je repars sur mon schéma prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et là, on arrive à la prévention tertiaire. C'est-à-dire que là, vraiment, dans l'entreprise, il y a un climat déplorable, la situation est franchement dégradée. Alors, c'est l'occasion, malheureusement, c'est une situation qui arrive souvent. Ça veut dire que il faut vraiment renforcer notre action en prévention primaire. C'est d'ailleurs donc les perspectives des nouveaux accords interprofessionnels de 2020. Mais en prévention tertiaire, eh bien, c'est trop tard. Comment voulez-vous mettre en place, en place des groupes de travail si le dialogue est rompu entre les salariés, entre les différentes strates de l'entreprise? C'est impossible et même ça peut être délétère parce que quand vraiment il y a le dialogue, on est dans un dialogue de sourds et plus personne s'entend et se comprend, eh bien ces groupes peuvent finir en pugilat, de rendement de compte, avec très souvent par extérieur des managers qui peuvent se retrouver finalement stigmatisés et pointés du doigt comme responsables de tous les maux. Donc vraiment insister sur le fait que la démarche QVT est optimale en prévention primaire et qu'elle est mise en place pour éviter que la situation ne se dégrade et surtout avant que la situation ne se dégrade. Alors nous, en tant que préventeurs, c'est important aussi dans cette étape de changer le regard des employeurs en leur expliquant que toutes ces pathologies de décompensation qui s'observent, qui explosent à la figure, de stress, de burn-out, de harcèlement, de conflits, traduisent en réalité des dysfonctionnements organisationnels ou relationnels majeurs et que ça doit les inciter à s'interroger sur leurs conditions de travail et sur leurs conditions de travail, plutôt que de tomber dans le piège, c'est qui est le réflexe le plus fréquent, de la stigmatisation, de l'individualisation ou de la psychologisation de la problématique. Voilà, donc c'est important de changer la grille de lecture et de toujours passer de l'individuel au collectif. Et cette position un peu carrefour qui nous permet de faire le lien entre la santé, le santé et le travail, entre l'individuel et le collectif, eh bien, met toute la matérialité qui existe entre les deux et nous permet de vous guider, de vous orienter. Voilà. Voilà, donc en conclusion, vraiment la démarche QVT est optimale en prévention terre et vraiment il faut la mettre en place avant que la situation ne se dégrade.
voilà, je vais passer. J'espère que j'ai pas été trop longue. Hein, il y a tellement de choses à dire et c'est tellement passionnant. Mais avant de passer donc la parole à Mme Rotolo, hein, insister aussi que c'est très important à l'intérieur des services, cette coopération entre les intervenants, hein, entre autres pour nous les psychologues et les médecins du travail, parce que ça renforce nos actions et de préparer l'intervention des psychologues, ça permet de légitimer leur intervention et et donc ça facilite donc dans les entreprises les marchands des conditions de travail en santé. Voilà, je passe la parole à Madame Rotolo. Merci Dominique pour cette présentation. Je vais maintenant donc vous présenter rapidement dans quelle mesure un service de santé au travail tel que le GIMS peut accompagner une entreprise adhérente dans le cadre de cette démarche de qualité de vie au travail. Je vous laisse peut-être voilà, partager cette présentation. Donc, j'espère que vous arrivez à la voir. Ce retour d'expérience, hein, plus précisément concernant une intervention qui a été réalisée dans un EHPAD. Je vais vous présenter un petit peu cette intervention. Ça donnera peut-être un aspect un peu plus concret de ce qui peut être fait par un service de santé au travail tel que le GIMS. Donc, il s'agit d'une intervention réalisée à la demande d'un employeur, hein, un dirigeant, un directeur d'un EHPAD, qui avait sollicité le service de santé au travail pour être accompagné dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail. Cette démarche de qualité de vie au travail s'intégrait dans une démarche qualité globale en vue d'une certification. Ça, c'était vraiment le contexte de départ. Donc, concernant cette demande, suite à cette demande qui a été formulée auprès du médecin du travail, le médecin du travail a pu solliciter la psychologue du travail du service de santé. Et donc, une première rencontre a été réalisée. Cette première rencontre qu'on appelle, nous, dans notre intervention, l'analyse de la demande, a pu être faite auprès de l'employeur pour comprendre tout d'abord le contexte, mais également les éléments à l'origine de cette demande et pour pouvoir ensuite faire une proposition d'intervention adaptée. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et dans le cadre de cette proposition d'intervention, nous avons tout d'abord commencé par une étape incontournable à toute intervention. Globalement, il s'agit de l'information-sensibilisation. Cette sensibilisation a pour objectif, comme l'a précisé Dr Bellezza, hein, de partager un langage commun, des définitions communes sur des concepts largement utilisés, tant pour les risques psychosociaux pour la qualité de vie au travail. Donc, l'idée est de vraiment partager ce langage commun et ces définitions communes, et également faire un rappel sur la méthodologie de la démarche participative. Donc, cette étape a été proposée aux acteurs stratégiques de l'entreprise, à savoir représentants de la direction, représentants du personnel et les managers de proximité. Suite à cette première étape, nous avons ensuite pu accompagner cet établissement dans la constitution de son COPIL, de son comité de pilotage, hein, le but étant de rappeler à ces acteurs stratégiques l'objectif d'un comité de pilotage, mais aussi les rôles et les prérogatives des membres d'un comité de pilotage, et également rappeler les règles de constitution de ce comité de pilotage, comme a pu le préciser Dr Bellezza dans sa présentation, les règles de constitution étant la représentativité des différentes unités de travail et la parité, à savoir représentants direction et représentants salariés qui doivent être présents dans ce groupe de travail, dans ce comité de pilotage. Nous avons ensuite procédé à un état des lieux à partir de l'identification des facteurs de risque psychosociaux à travers la grille de l'INRS, hein, qui est un partenaire, qui est un référent, hein, institutionnel en la matière, en matière de prévention des risques. Et nous avons pu, à partir de cet état des lieux, accompagner les groupes métiers dans l'élaboration de propositions d'amélioration. Donc, cet état des lieux et cette élaboration de propositions d'amélioration ont pu être réalisés à travers des entretiens collectifs métiers. Suite à cela, nous avons pu ensuite accompagner le comité de pilotage à la co-construction d'un plan d'action
qui était réalisé à partir des propositions d'amélioration qui avaient pu émaner de ces entretiens collectifs métiers. Et nous avons enfin, en dernière étape, ou plutôt en deuxième grande étape, pu être également un appui dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action. Il s'avérait parmi les facteurs de risque présents dans l'organisation et les difficultés qui avaient pu être expliquées ou présentées par ces groupes métiers, qu'il y avait une organisation à revoir concernant les différentes activités du matin. On est dans un EHPAD. Les activités du matin, c'est une période qui est dense dans la journée, différentes activités qui s'entremêlent, différents corps de métier qui interviennent. Et donc, l'idée était de revoir cette organisation des activités du matin. C'est en tout cas ce qui avait été mis en évidence à travers l'état des lieux. Et donc, nous avons pu également proposer un groupe de travail à cet établissement nous avons pu animer en tout cas un groupe de travail pour justement aider à revoir, accompagner en tout cas cet établissement pour justement revoir ces activités qui méritaient d'être améliorées. Donc, les actions réalisées par l'équipe pluridisciplinaire dans le cadre de cette intervention ont permis à cet établissement adhérente de revoir cette activité qui avait été identifiée comme à améliorer. Je passe à la diapo suivante. Nous avons évoqué la question de la grille de l'INRS, donc rapidement, la grille de l'INRS passe en revue les 6 facteurs de risque psychosociaux de la catégorisation GOLAC, et à travers chacun de ces facteurs de risque, des sous-dimensions sont précisées. Chacune de ces sous-dimensions correspond à une définition, et donc cette grille permet d'identifier les facteurs de risque les plus présents à travers une évaluation de la criticité ou une estimation du risque, donc ce qui permet ensuite de prioriser les axes de travail. Donc voilà, il s'agit là d'un outil qui est régulièrement utilisé par les services de santé au travail, et le GIMS s'appuie également sur cet outil pour travailler sur la prévention des risques psychosociaux. Également, une autre méthode qu'on utilise, qui peut être utilisée aussi, il s'agit de la méthode des situations problèmes, de l'ANACT, qui permet, à partir d'une situation de travail très concrète, d'identifier les conséquences, mais aussi les facteurs de risque et des propositions, des actions d'amélioration qui peuvent justement permettre d'éviter ou limiter les risques identifiés. L'idée étant de toujours travailler à partir de cette démarche participative, en s'appuyant sur le recueil des besoins des équipes, des salariés, et le recueil des propositions d'amélioration qui peuvent émaner de ces personnes qui travaillent et qui exercent le travail au quotidien. Donc, à travers ce retour d'expérience, on peut voir que le GIMS propose une démarche d'accompagnement à ses adhérents qui s'inscrit réellement dans cette démarche qualité de vie au travail qui s'appuie sur la participativité, telle que Dr Belleza nous l'a présenté en première partie tout au long de sa présentation. Donc, le service de santé au travail s'appuie sur cette démarche à travers les différentes actions ou les différents accompagnements dans le cadre du transfert de compétences qui peut être proposé aux adhérents, dans le fait de transférer aussi ou de s'appuyer sur des outils ou de transmettre à ses adhérents des outils pour identifier justement les axes de travail prépondérants et saillants dans l'organisation de travail. Également fournir un cadre méthodologique qui est celui de la démarche participative et paritaire, qui est le fondement de la démarche qualité de vie au travail, en questionnant le travail et en mettant en débat le travail. Il s'agit là d'un fondement de la démarche
de la démarche participative, de la démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail et aussi de la démarche de prévention des risques psychosociaux. C'est bien en questionnant le travail, en mettant le travail en débat, qu'on peut justement avoir accès à ces axes d'amélioration. Ces interventions qui sont proposées par le GIMS auprès de ses adhérents sont toujours mises en place en fonction du contexte et elles sont adaptées, elles se veulent être adaptées au contexte socio-économique, mais aussi à la taille des entreprises. Donc, ce type de démarche peut être mis en place aussi bien dans une petite entreprise de moins de 10 salariés que dans une grande entreprise. Donc, l'idée étant d'adapter ces interventions au contexte. D'autres actions également sont réalisées par le GIMS et qui s'inscrivent dans la démarche qualité de vie au travail, les actions des ergonomes également qui accompagnent et soutiennent la démarche participative. Les ergonomes et les intervenants en prévention des risques professionnels, les IPRP, s'inscrivent totalement dans cette démarche qualité de vie au travail. L'objectif de nos interventions, des interventions des services de santé au travail et des interventions du GIMS auprès de ses adhérents, c'est de les accompagner afin de les rendre autonomes dans cette démarche de qualité de vie au travail. Je vais maintenant laisser la parole à Dr Bellezza pour quelques mots de conclusion ou de synthèse, ou en tout cas pour ouvrir la question, le moment de questionnement et des questions des participants. Nous avons eu, Dr Bellezza, une question durant cette présentation qui serait intéressante à rappeler. Il s'agissait de rappeler le nom du label Charte qualité de vie au travail. Vous avez évoqué dans le cadre de votre présentation ce label, le nom de ce label. Et donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques mots par rapport à cela? Oui, en fait, donc c'est un label donc c'est pour les entreprises qui s'engagent à respecter scrupuleusement le cadre méthodologique de la démarche QVT telle qu'elle vous a été décrite. Et ce label donc est donné, c'est un label qui provient d'une charte qui a été signée avec la DIREC, l'ARS et la CARSAT du Sud-Est. Donc, en fait, je vous ai juste mis le logo, en sachant que ça peut exister. Par exemple, si vous faites une intervention, une démarche QVT et que vous voulez vous accompagner d'un consultant externe, eh bien, s'il fait partie de cette fameuse liste I3RPACA, je vous le rappelle, c'est des gens qui sont sur cette liste en fonction de critères éthiques et méthodologiques, eh bien, vous pourrez signer cette charte d'engagement et donc être labellisé. Voilà, ça fait comme un label par rapport à la qualité ou etc. Voilà, c'est la région PACA qui l'a mis en place. Voilà, donc c'est un label direct ARS CARSAT du Sud-Est. Voilà, qui vérifie que le cadre méthodologique de la démarche a bien été respecté. Voilà. Et surtout, qui vérifie aussi que cette démarche se perpétue dans le temps. Voilà. C'est vraiment un mode de fonctionnement qui doit faire partie de votre quotidien. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Docteur Bellezza, une autre question, en tout cas une remarque qui est intéressante aussi et qui mérite d'être proposée à l'ensemble des participants concernant la question du contexte actuel que tout le monde connaît. Il s'agit du contexte de crise sanitaire et qui génère ou qui dégrade davantage les relations avec les externes dans sein de l'entreprise, qui peuvent augmenter le risque d'agressivité externe, pour le dire comme ça. Une population, donc je me fais l'écho d'une remarque d'un participant, donc qui fait référence au personnel chargé d'accueil. Les personnes qui sont dans les entreprises chargées de l'accueil et qui sont en contact direct avec les usagers et qui sont de plus en plus malmenées
dans le cadre de ce contexte de crise sanitaire. Et la question est de savoir est-ce que le GIMS intervient dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux spécifiquement pour ce type de risque spécifique que sont l'agressivité externe dans un contexte de crise sanitaire. Donc, Alors, je peux vous laisser répondre si vous le souhaitez. Je pourrais aussi rajouter compléter, quelques oui, bien mots sûr, mais éventuellement. voilà. Ben, écoute, bon, je sais pas ce que tu vas répondre, mais après je te laisse la parole. Simplement, effectivement, hein, le contexte actuel avec cette crise Covid, on pense surtout aux risques, aux conséquences sanitaires, mais en fait, effectivement, ça fait émerger des risques psychosociaux aussi. Et donc, ben, cette histoire de violence externe liée à cette situation, ben oui, c'est un fait, c'est une réalité. Alors, on va pas répondre spécifiquement à ce type bon, il y a les psychologues, hein, alors déjà, je vais laisser répondre Déborah qui ont des interventions par rapport à la violence interne et la violence externe et comment gérer ce type de situation, indépendamment du risque Covid. Donc ça, vous pouvez les faire intervenir en passant par le médecin du travail. Euh, voilà. Par contre, ce que je veux dire, c'est que tous ces risques qui émergent de cette crise sanitaire, en fait, il faut les aborder de la même façon que les autres contraintes. C'est-à-dire que on peut appliquer cette démarche QVT dynamique, participative par rapport à cette réalité du terrain et cette situation très particulière. C'est-à-dire que euh, euh, c'est voilà, il y a telle situation, il y a telle difficulté, eh bien, on va travailler ensemble à savoir comment ensemble on va pouvoir trouver des actions pour pouvoir euh, euh, améliorer hein, les conditions de travail des personnes qui sont confrontées à ce type de situation. Hein, c'est comme le télétravail, pareil. Hein, je veux dire que ça sera l'occasion de renforcer le dialogue au sein de l'entreprise hein, et de vous d'être à l'écoute du retour de l'expérience des vécus et mettre pourquoi pas en place des groupes de travail qui vont réfléchir. Alors voilà, on est dans telle situation, et bien comment on peut ensemble innover pour pouvoir gérer ce type de situation et comment y répondre sans que éviter et sans que ça ait un impact sur nous et sur notre santé. Voilà, je sais pas. Voilà, écoute Déborah, voilà donc c'était c'est justement l'occasion d'appliquer cette démarche QVT par rapport à une problématique conjoncturelle. Voilà, je sais pas comment tu. Je partage tout à fait votre point de vue, docteur Bellezza. Et en effet, des demandes de ce type arrivent sont formulées auprès des médecins du travail du GIMS qui peuvent parfois aussi solliciter les psychologues du travail et le pôle psychologique pour qu'on puisse accompagner les médecins et les entreprises dans le cadre de ce type de demande. Dans tout état de cause, ça passera nécessairement par une phase d'analyse de la demande. Et même si la demande de départ initiale est celle-ci, en général, on accompagne les adhérents sur cette demande-là, mais plus globalement dans le cadre d'une démarche de participative, comme l'a précisé Dr Bellet. Voilà, Nous n'avons pas d'autres questions. En tout cas, est-ce qu'il nous reste du temps ou je sais pas, je sais pas si. En tout cas, enfin, les questions sont. Il y a pas de nouvelles questions, donc je pense on peut conclure maintenant, me semble-t-il. Oui. On attend encore quelques secondes peut-être pour qu'il y ait des nouvelles questions qui arrivent, mais ceux qui en ont, en tout cas, nous invitons à les rédiger rapidement et si donc aucune question arrive, on vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas à vous orienter vers votre service de santé au travail pour des questions liées à cette démarche qualité de vie au travail participative.
Voilà, juste un petit point, je ne sais pas s'il nous reste du temps, hein, s'il n'y a pas de questions, mais sur le télétravail, hein, là aussi, c'est un exemple conjoncturel par rapport à la crise Covid. Et c'est vraiment là où on peut prendre toute l'opportunité d'une démarche QVT. Hein, c'est comme par rapport aux violences externes qui sont majorées dans ce contexte. C'est que, voilà, donc télétravail, hein, ça, vous avez compris, ça a été ça a été au début très bien pris par les salariés. 84% des gens étaient très contents du télétravail. Et puis finalement, avec le temps, on s'est aperçu que les gens satisfaits étaient de moins en moins contents. Hein. Ça a fait un peu une courbe en U inversée. Et donc au début, c'était de plus pouvoir devoir se déplacer. C'était bien parce qu'on pouvait, on n'était plus obligé de supporter la présence du voisin qui vous hérissait le poil. Ça permettait plus d'autonomie pour s'organiser. Et puis les fameuses open space, hein, aussi, où il y avait beaucoup de bruit qui gênait les gens et qui les empêchait de travailler. Donc ils ont senti ça comme une opportunité. Et puis finalement, avec le temps, les effets négatifs se sont fait de plus en plus sentir, hein, avec ce sentiment d'isolement, hein, et de dilution des liens sociaux. Et puis cette problématique de pouvoir plus se déconnecter, c'est-à-dire qu'on a l'ordinateur dans le salon, on n'arrive plus à à se déconnecter, hein, il est là, on se dit à 8 heures, je vais répondre à un mail, etc. Donc, et puis cette porosité entre la vie professionnelle et la vie privée qui était de plus en plus. Et puis aussi le problème de ce télétravail qui est absolument inégal, c'est-à-dire que en fonction des conditions qu'on a, on n'a pas du tout les mêmes conditions. Si on a un bureau isolé avec une vue sur un jardin, c'est pas du tout de la même manière, même vécu de la même manière que quelqu'un qui a son portable dans le coin de la cuisine avec les enfants qui passent derrière. Donc, le télétravail est justement très intéressant parce que ça pose toute la problématique, c'est-à-dire que il va falloir négocier par rapport au télétravail. Probablement qu'après la crise de Covid, les organisations seront différentes et ça va être justement un espace où il y aura des négociations, à savoir comment on va travailler après la crise Covid et comment on va intégrer le télétravail. Et donc, c'est là qu'il faudra adopter des démarches QBT, c'est-à-dire qu'il faudra se baser, hein, sur le retour d'expérience, sur la confrontation des vécus, prendre en considération la réalité de chacun, hein, qui n'est pas la même, etc. Donc, créer des groupes de travail avec un dialogue de qualité et à partir de là, faire émerger et co-construire des pistes sur ces nouvelles formes d'organisation. Voilà, un exemple vraiment très, 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 très typique d'une situation qui peut être à l'origine d'une démarche QVT. Voilà, je sais pas si c'est s'il y a d'autres questions ou si. Non, pas de nouvelles questions. Je pense qu'on peut remercier les participants et les personnes qui ont voilà, également posé des questions pour Voilà, leur participation. merci beaucoup en tout cas, hein, parce que c'est pas particulier en visio. Et voilà, donc voilà, j'espère que ça vous a donné quelques éléments sur la QVT, la démarche QVT, et que ça sera peut-être moins flou et en tout cas que ça vous évite de l'interpréter d'aller vers des fausses pistes. Voilà, il faut recentrer vraiment euh, l'activité en replaçant le travail au cœur des échanges et des débats. Voilà, et écoutez, je vous remercie et merci Déborah. Merci. Au revoir. Au revoir.
Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.